Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de 24 heures Sénat. Voici les titres. Une nouvelle étape franchie dans la réforme territoriale avec l'adoption par l'Assemblée nationale de la loi NOTRe. Plusieurs modifications votées par le Sénat ont été conservées, mais la majorité sénatoriale reste inquiète et demande une clarification des compétences. La réforme du Sénat présentée demain à la presse, Gérard Larcher l'avait promise après les attaques répétées contre le manque de transparence de la Haute Assemblée. Plusieurs pistes sont envisagées comme la sanction financière en cas d'absentéisme. Le détail dans ce journal. La vaccination des enfants doit-elle rester obligatoire? Le Conseil constitutionnel a été saisi pour répondre à cette question délicate. Alors qu'un mouvement de défiance vis-à-vis des vaccins et des adjuvants se développe, on en parle avec notre invitée ce soir, Corinne Bouchoux, sénatrice Europe Écologie Les Verts du Maine-et-Loire. Le monde du sport et de la télévision en deuil après le crash de 2 hélicoptères en Argentine qui a fait 10 morts, dont 8 Français. Parmi les victimes, la navigatrice Florence Artaud, la nageuse médaillée olympique Camille Muffat et le boxeur Alexis Vastine. Un hommage unanime de la classe politique. Sur Twitter, Gérard Larcher a présenté ses condoléances aux proches et aux familles. François Hollande a salué ces 3 champions qui ont fait briller la France. On l'écoute. Forcément, aujourd'hui, une pensée pour ces 3 champions qui, hélas, ont fait un moment briller leur pays et aujourd'hui sont morts. Sont morts parce qu'ils voulaient, là encore, repousser les frontières. Nous avons appris cette nuit avec beaucoup d'émotion, beaucoup de tristesse, une grande consternation, cet accident qui a coûté la vie à 10 personnes. Les 2 pilotes argentins et 8 de nos compatriotes. On est tous profondément meurtris, surtout que les uns et les autres ont croisé, ont connu, ont côtoyé, que ce soit Florence Artaud, que ce soit Camille Muffat, que ce soit Alexis Vastine. Et puis sachez que le parquet de Paris a ouvert une enquête pour homicide involontaire après le crash de ces 2 hélicoptères en Argentine. La loi NOTRe adoptée à l'Assemblée nationale, certains amendements du Sénat ont été repris dans la version du texte que viennent de voter les députés. Mais la majorité sénatoriale s'inquiète de la nouvelle répartition des compétences. Aurélien Romano. À moins de 2 semaines des élections départementales, les compétences des départements commencent à se clarifier. Ils vont perdre certaines prérogatives, au premier rang desquelles l'économie. Le tourisme et la politique économique deviennent des compétences uniquement régionales. De même, les départements ne pourront plus verser d'aide aux entreprises. Autre perte, les transports. La compétence devient régionale sur tous les transports, ce qui inclut aussi le transport scolaire. Un changement que regrette le groupe UMP du Sénat. Ça n'a aucun sens d'ailleurs de confier les compétences transport scolaire à des très grandes régions, puisque c'est de la dentelle, c'est vraiment quelque chose qu'il faut, je veux dire, gérer dans la proximité. Il faut des régions, si elles doivent être grandes, elles ne doivent pas être obèses, elles doivent être agiles. Mais les départements ne perdent pas toutes leurs compétences. Le social, volet le plus important, reste de la compétence des futurs conseillers départementaux. Dépendance, aide aux handicapés, RSA ou encore petite enfance continueront à représenter plus de la moitié des budgets. Les collèges, ils restent dans le giron des départements, toujours en charge des personnels non enseignants. Enfin les routes, leur entretien et les investissements coûteux qu'elles représentent restent la prérogative des départements. Une répartition des compétences claires et lisible pour le Parti socialiste. Les départements se voient renforcés dans leurs prérogatives, renforcés dans leur accompagnement quotidien des habitants, où chacun considère que le département est un relais de proximité, et notamment en province. Seule certitude, pour le moment, il n'est donc plus question de supprimer les départements. Gérard Larcher parviendra-t-il à engager le Sénat sur la voie de la réforme? Demain, il doit dévoiler une série de mesures destinées à lutter contre l'absentéisme et à garantir la transparence financière de la Haute Assemblée, objet récemment de nombreuses attaques. Flora Sauvage. Après la diffusion sur France 3 d'un documentaire critique sur le Sénat et les piques du président de l'Assemblée nationale, Claude Bartolone, la pression s'est intensifiée sur les sénateurs. Gérard Larcher avait promis plus de transparence. Le président du Sénat va annoncer demain un vaste chantier de réforme. Première mesure choc, l'instauration de sanctions financières contre l'absentéisme. Si réellement il y a une absence non justifiée, eh bien il y aura une sanction financière qui pourra être jusqu'à amputer de 50% l'indemnité de fonction.
En cas d'absence de plus de la moitié des votes solennels, des réunions de commission ou des séances de questions au gouvernement au cours d'un trimestre, l'indemnité de fonction des sénateurs pourra être diminuée de moitié. Elle pourrait même être supprimée pour les plus récalcitrants. L'autre mesure phare concerne l'IRFM, l'indemnité représentative de frais de mandat d'un montant de 6 037 € net par sénateur. Celle-ci va être soumise à un code de bonne conduite. Interdiction d'acheter une permanence, un local ou autre avec cette IRFM. Parce que là, on arrivait à un enrichissement personnel du sénateur. En ce qui concerne le sujet sensible de la réserve parlementaire, il est question de l'attribuer aux sénateurs en fonction de leur assiduité en commission. Pour le rapporteur du groupe de travail, cette série de mesures engage le Sénat dans un chantier ambitieux. On est très très loin d'une modification cosmétique. On est véritablement dans un Sénat qui rentre dans une dynamique nouvelle. Les différentes mesures proposées pour dépoussiérer la Haute Assemblée doivent encore être adoptées par la majorité du bureau du Sénat. Il doit se réunir demain matin. Et pour en savoir plus, l'article de François Vignal à lire sur publicsénat.fr. Et puis nous serons en direct demain à partir de midi, édition spéciale sur notre antenne. Sans surprise, il n'y a pas eu d'accord entre députés et sénateurs sur le projet de loi sur la transition énergétique. Il faut dire que les divergences étaient nombreuses entre les deux assemblées, notamment en ce qui concerne l'échéance retenue pour le recul de la part du nucléaire dans la production d'électricité. Je vous le disais en titre, la vaccination obligatoire des enfants en débat après cette saisine du Conseil constitutionnel. Pour en parler, j'accueille sur ce plateau Corinne Bouchoux, sénatrice Europe Écologie Les Verts du Maine-et-Loire. Merci d'être avec nous. Alors vous allez présenter demain un rapport de l'OPEX que vous avez réalisé avec le député socialiste Touraine sur justement cette question controversée. Alors non pas de la vaccination, mais des adjuvants vaccinaux. Pourquoi vous êtes-vous intéressé à cette question ? Bien, écoutez, je pense qu'on ne peut plus concevoir au XXIe siècle la vaccination comme elle a été conçue après-guerre, où elle a été faite de façon systématique et cela avait un sens et avec assez peu d'explications. Les temps ont changé, la curiosité de nos concitoyens a progressé et c'est heureux. Et donc, on ne peut pas évacuer la question d'un certain nombre d'effets secondaires. Et donc, nous avons voulu, dans le cadre de l'Office, essayer de tenter un débat difficile. Par moments, ça a été très compliqué, entre des associations qui regroupent des victimes qui disent qu'ils sont victimes des adjuvants, notamment l'aluminium qui présente un certain nombre d'effets néfastes. Et on a essayé d'instaurer un dialogue pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire progresser la recherche scientifique et pour faire en sorte que l'on prenne au sérieux ceux qui se disent victimes de ces vaccins et je dirais qu'on ne les traite pas par le mépris, mais qu'on les traite de façon rationnelle et que la science progresse. C'était ça l'enjeu. Alors pour qu'on comprenne bien, les adjuvants, ce sont des composants qui sont rajoutés dans les vaccins pour améliorer leur efficacité. Certains sont à base de celles d'aluminium et on ne connaît pas encore tous les effets sur le cerveau. C'est ça la difficulté et ce que pointent certains consommateurs. Donc si vous voulez, il y a une réelle controverse. Ensuite, avec des positions très tranchées, je pense notamment à une association qui s'appelle E3M, qui regroupe un certain nombre de victimes qui effectivement impute des troubles et des maladies à cet aluminium qui, les scientifiques le reconnaissent, en fait, a des effets, notamment lorsqu'on fait des biopsies, on trouve des traces de cet aluminium. Donc la question est la suivante, comment organiser un débat serein au plan politique qui va permettre d'avancer pour un certain nombre de vaccins qui restent indispensables. Je vois par exemple ce qui se passe avec la rougeole qui progresse à Berlin. Ça n'est pas un progrès, cette progression de la rougeole, et ça vient d'une moindre vaccination. Parce que la vaccination n'est pas obligatoire voilà. dans ce pays. Et si vous voulez, donc je pense qu'il faut qu'on trouve en France une position qui soit une position rationnelle et équilibrée, mais en tout cas qui ne soit plus, ce qui a été le cas pendant très longtemps, une position de mépris vis-à-vis de ceux qui dénoncent des effets secondaires des vaccins. Il faut les entendre, il faut les écouter, il faut de la recherche indépendante et il faut surtout trancher la question de savoir. Ce n'est pas le cas aujourd'hui en France quand vous dites indépendante, c'est-à-dire si vous voulez, il y a des progrès qui sont possibles parce que vous prenez le nom des grands laboratoires, ce sont ceux qui ont décidé hier qui proposaient des vaccins sans aluminium et qui, du jour au lendemain, ont décidé de rendre cet aluminium obligatoire pour un certain nombre de vaccins. Donc si vous voulez, on ne peut pas, sans étayer scientifiquement cela, imposer à tous de l'aluminium. Et par exemple, concernant les personnes fragiles, les femmes enceintes, etc., un grand nombre de scientifiques reconnaissent que les débats se posent. Donc si vous voulez, ce qui serait
bien, c'est que l'on entende la parole des victimes. Pendant longtemps, ça n'a pas été le cas. Et ensuite, qu'on ait une recherche indépendante. C'est-à-dire qu'évidemment, les laboratoires qui utilisent de plus en plus d'aluminium sont assez peu enclins à dire qu'ils vont renoncer à l'aluminium. Donc, si vous voulez, il y a un enjeu de santé publique, il y a un débat économique, mais il y a un débat de transparence pour nos concitoyens qui ont le droit de savoir avec quoi on les vaccine. Et donc, il faut trouver, je dirais, une conséquence dans l'opinion publique. Il y a un mouvement de méfiance, voire de défiance vis-à-vis de la vaccination. On en arrive à certaines situations que devra d'ailleurs trancher le Conseil constitutionnel où des parents ont refusé de vacciner leur enfant de 3 ans. Qu'est-ce que ça vous inspire? Écoutez, on va attendre la décision de la QPC du Conseil constitutionnel. Je ne vais pas commenter à l'avance une décision, mais je pense que comme on a mal posé le débat pendant longtemps, il faut maintenant qu'à la faveur de la prochaine loi de santé, on le pose mieux. Sinon, nous aurons des vaccins, mais nous aurons de la défiance. On l'a bien vu pendant la campagne de vaccination H1N1, où on a eu des très mauvais taux de vaccination, y compris dans les milieux cultivés, y compris dans les milieux scientifiques. Donc je pense qu'il ne faut pas répondre à la défiance par l'ignorance ou le mépris, ce qu'on a un peu fait ces dernières années. Il faut affronter le sujet avec un débat scientifique et écouter aussi les médecins, ce qu'on a fait le 22 mai dernier à l'Office, les médecins qui nous parlent de ces pathologies qui sont observées suite à des vaccins. Est-ce qu'il y a des solutions alternatives? Eh bien, est-ce qu'on peut remplacer les adjuvants par certains composants qui seraient moins toxiques peut-être? C'est tout le débat qu'il faut avoir, mais pour pouvoir faire cela, il faut de la recherche scientifique, il faut de la recherche indépendante, et je dirais qu'il faut sortir d'une posture qui a quand même été pendant très très longtemps dogmatique, qui était circuler, il n'y a rien à voir, les vaccins c'est comme ça et pas autrement. Donc je pense que accepter le débat, ça n'est pas remettre en cause la bonne couverture vaccinale, c'est simplement faire montre de transparence et de permettre aux citoyens d'être informés sur la situation. Donc là, on a un vrai progrès démocratique à faire. C'est ce qu'on dira demain à la Commission des affaires sociales. Bien, merci Corinne Bouchoux d'avoir été notre invitée ce soir. Le groupe de travail sur l'avenir des autoroutes doit remettre ce soir son rapport au Premier ministre, sans Jean-Paul Chanteguet, le député PS de l'Indre, qui a quitté hier la mission parlementaire. Il faut dire que le scénario d'une résiliation des contrats de concession semble s'éloigner. Cécile Sixou. Juste avant la remise du rapport, il a claqué la porte. Jean-Paul Chanteguet, député PS de l'Indre, a démissionné du groupe de travail sur les autoroutes, mécontent des méthodes employées par le gouvernement dans le traitement du dossier. Une opinion partagée par la sénatrice Evelyne Didier, également membre du groupe de travail, qui, elle, a choisi de rester. On nous a mis dans des conditions de travail qui n'étaient pas dignes. Il y avait lieu d'expliquer une position, mais pas de faire cette mascarade qui a conduit, d'une certaine façon, à traiter le Parlement de très mauvaise manière. Au départ pourtant, la feuille de route semblait claire. À partir de leurs propres travaux, députés et sénateurs devaient faire des propositions sur l'avenir des contrats de concession, soit les renégocier, soit les résilier. Mais au final, ils se sont vus remettre un document rédigé par le gouvernement qui ne reprend aucune de ces deux propositions. Est-ce que ce groupe de travail, finalement, est totalement adossé, découle des deux groupes parlementaires qui avaient été mis en place, ou est-ce que ce groupe de travail est là, finalement, pour donner un blanc-seing à une proposition gouvernementale? Le document propose notamment de réduire l'allongement des concessions. Il propose également le dégel des tarifs qui seront désormais basés sur des critères écologiques. Pas sûr quand l'État, les 14 parlementaires du groupe de travail signent le document final. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, je vous retrouve pour votre nouveau rendez-vous, le journal des départementales.